La crise dans le milieu scolaire évoquée à Kosiam, tête à tête entre le chef de l'État et l'Union nationale des associations de parents d'élèves. Il a aussi été question des prochaines assises nationales et des réformes en cours, ce qui a été dit dans les détails en ouverture de journal. L'abeille, reine du jour, le 20 mai de chaque année, une journée mondiale pour rappeler la nécessité de protéger et sauvegarder cette espèce menacée de disparition. Au Burkina, ce sont près de 16 000 producteurs qui en tirent l'essentiel de leurs revenus. Images et commentaires de la commémoration. D'intenses tractations diplomatiques et un cessez-le-feu à la clé après plus de 10 jours d'affrontements, suspension des tirs de roquettes dans la bande de Gaza pour le Hamas et fin des bombardements sur l'enclave palestinienne en Israël. L'entrée en vigueur de la trêve est célébrée dans les rues de Gaza et de la Cisjordanie. Ce sont les titres de ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. La crise au sein du système éducatif au cœur des échanges ce matin à la présidence. Le chef de l'État a reçu une délégation de l'Union des associations de parents d'élèves. Le président de la dite Union, désormais président de l'International des parents d'élèves, a à l'occasion fait part de son investiture prochaine prévue pour le 28 mai. Compte rendu d'audience avec Moussa Ouedraogo et Abdelaziz Yagibou. Le climat très agité ces derniers jours en milieu scolaire du fait des réformes envisagées par le gouvernement aux examens du BEPC et du baccalauréat contraint l'Union nationale des parents d'élèves à donner de la voix, cette fois-ci depuis Kosiam. Vivant la situation avec écœurement, les responsables de l'Union condamnent les violences perpétrées par certains élèves et plaident auprès du président du Faso pour qu'une solution concertée soit trouvée. Ce que nous lui avons dit, c'est que nous suivons avec beaucoup d'attention, mais aussi avec un grand intérêt, ces nouvelles réformes. Il s'agit en réalité d'un décret présidentiel que lui-même a pris lorsqu'il a été donc réélu à la magistrature suprême, faisant donc cet arrimage-là avec le MENA-PLN pour être en parfaite harmonie avec donc les textes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA. Le chef de l'État avec qui nous avons échangé nous a fait comprendre que, en réalité, ce qui se passe ne se justifie pas. Cela ne se justifie pas en ce sens que la session 2021 en cours, en réalité, il n'y aura aucune modification. La position de l'UNAPSB est on ne peut plus claire. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle ne se justifie pas. Les violences n'ont jamais apporté une solution à un problème. Aubaine pour l'Union des associations des parents d'élèves d'appeler de tous leurs vœux tous les acteurs concernés par la crise à s'investir pour un retour à la normale dans les écoles. Porté à la tête de l'International des parents d'élèves en mars dernier à Dakar, le président de l'Union des associations des parents d'élèves du Burkina a briefé le président du Faso sur les activités entrant dans le cadre de son investiture qui aura lieu le 28 mai prochain à Ouagadougou. Le Burkina Faso et le Sénégal redynamisent pour leur part leur coopération dans plusieurs domaines. Ce matin, les deux pays ont signé à Dakar 3 accords de coopération. Ces accords concernent les affaires politiques, diplomatiques, la jeunesse, mais aussi les médias. Des signatures qui ont eu lieu dans le cadre d'une visite de travail que le ministre des Affaires étrangères du Burkina effectue au pays de la Teranga. Par ces accords, les deux pays se dotent désormais d'un cadre formel de concertation et de coopération dans les domaines suscités. Le point des réunions avec notre envoyé spécial à Dakar, Vincent Kendrobeogo. Le Burkina Faso et le Sénégal dans une dynamique de relance de leurs relations d'amitié et de coopération. Ce vendredi, le chef de la diplomatie burkinabé et son homologue sénégalais ont eu une journée de travail dans ce sens. D'abord, un tête-à-tête entre les deux ministres avant de passer à la signature d'accords de coopération entre les deux pays. Le premier est relatif à la mise en place d'un comité paritaire chargé de suivi de questions sur la jeunesse. Le deuxième document signé à Dakar est consacré à des consultations politiques et diplomatiques entre le Burkina Faso et le Sénégal.
Le dernier, lui, concerne le domaine de la presse, l'information et la communication. Accord signé sous le regard du ministre burkinabé en charge de la communication, Ousseini Tamboura, et son homologue sénégalais. Je dirais que nous commençons ce matin par ces 3 accords. Ce n'est que le début, parce qu'il faut toujours commencer quelque part par quelque chose. L'essentiel, comme je l'ai dit, c'est que nous puissions vraiment avancer dans ce grand cadre historique de coopération que nos 2 pays se sont dessinés depuis les premières heures de notre indépendance. C'est un bon début et surtout que nous signons un protocole pour des consultations régulières et en tout cas ça va permettre donc que nous puissions avancer dans d'autres domaines qui sont aussi importants puisqu'il y a une vingtaine d'accords qui sont toujours sur la table et qui devraient être discutés plus tard. Les accords ici signés sont présentés comme des cadres de concertation et de coopération sur des questions d'intérêt commun entre les 2 pays. Le Sénégal et le Burkina Faso devraient prochainement tenir à Ouagadougou une réunion de leur commission mixte de coopération. Au pays de la Teranga, toujours, la délégation du ministère de la Communication burkinabé poursuit sa visite au sein des organes de presse. Ce jour, elle était dans les locaux du groupe de presse immédiat et de la chaîne de télé 2S TV. Constat avec cet autre envoyé spécial, Christine Koulibaly. Il est 12h moins quand nous faisons notre entrée dans les locaux de la 2S TV, la doyenne de la télévision privée sénégalaise. En direct sur les antennes, le 11-13, une émission de jeunes avec un animateur bien en phase avec son public. Juste à côté, une émission en enregistrement. Là est notre plateau. La 2S TV Studio, c'est plus de 3300 mètres carrés avec plus de 150 employés. Nous avons découvert avec plaisir un grand groupe de presse privée, on va dire, qui fait de la radio, de la télévision, qui fait de la production, de la post-production et qui diffuse des programmes véritablement très intéressants parce que j'ai cru comprendre que c'est une chaîne de télévision notamment qui est très suivie. Et là on a vu que c'est une entreprise qui s'est construite et qui se projette également dans le futur à travers la modernisation d'un certain nombre d'équipements, à travers sa vision, à travers la conquête même de l'espace sous-régional. Et le groupe de médias se donne les moyens de sa politique. La preuve en image sur cet autre site. Du matériel de production à la pointe de la technologie avec comme star du parc ce camion. Un camion de retransmission en direct qui a servi à la Coupe du Monde Brésil 2014, racheté juste après la Coupe par le patron de la presse. 2S TV est résolument tourné vers la production. Les télévisions ne sont jamais rentables parce que la première, c'est qu'on dépense de l'argent. Nous ne sommes pas, en tant que privés, subventionnés, encore épaulés par les États. Mais on nous considère quand même que du service public. Nous passons toute notre vie à faire du service public. Ce qui fait vivre l'entreprise, c'est qu'on fait de la production indépendante. Nous ne perdons pas de l'argent, nous ne gagnons pas de l'argent, mais nous n'en perdons pas. Dans le paysage médiatique sénégalais également, cet autre groupe immédiat, l'un des plus jeunes, porté par des professionnels qui disent être descendus dans l'arène médiatique pour mener la bataille de la souveraineté culturelle. Concertation entre ministres en charge de la réconciliation de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Il s'agit de poser les bases d'un meilleur vivre ensemble entre Burkinabés et Ivoiriens. Une première séance de travail qui en appelle une autre prévue pour ce 22 mai. Les premiers échanges avec Roger Kam et Oumou Sissi. La réconciliation nationale est un sujet commun aux ministres Kouadio Kona-Bertin et Zéphirin Diapré. Réunis en séance de travail, les 2 ministres et leurs équipes vont partager leurs idées et leurs expériences dans la poursuite de leurs missions respectives. Une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Le peuple burkinabé et le peuple de Côte d'Ivoire sont certes 2 peuples, mais avec un même destin. Nous sommes donc dans l'obligation de mutualiser donc nos idées, nos efforts,
nos actions, surtout pour que la paix règne dans ces deux pays qui sont le moteur de la sous-région. Les questions de réconciliation de l'un de nos pays a des prolongements dans l'autre pays sur certaines dimensions. Même si ce n'était pas le cas, un échange d'expérience est toujours très enrichissant entre des entités qui ont à charge la même mission. Deux pays, un objectif commun, la réconciliation et l'apaisement des cœurs. Cette séance de travail est donc de l'avis des deux parties une opportunité d'enrichissement mutuel. Plus de 15 milliards comme soutien de l'Agence française de développement au gouvernement burkinabé. Il s'agit d'un amendement à l'accord sur le différé de la dette de près de 4 milliards pour la relance économique. Le second accord de près de 12 milliards servira à la mise en œuvre du projet de développement économique local durable de Bobo-Dioulasso. La signature des deux conventions est intervenue cet après-midi. Nous voyons cela avec Césaire Carrefour et Draman Dadia. Cette double signature de convention s'élève à une quinzaine de milliards de francs CFA. Des ressources de l'Agence française de développement et de l'Union européenne sous forme de prêts et de subventions pour booster le développement au Burkina Faso. Plus de 11,8 milliards de francs CFA seront injectés dans la réalisation d'infrastructures marchandes et de gares routières prévues par le PDLD, le projet de développement économique local durable de Bobo-Dioulasso. La mise en œuvre du projet est annoncée dès début juin. Le maire de la ville de Sias s'en réjouit. Aujourd'hui, je dirais c'est l'aboutissement. Nous pouvons dire, nous sommes très contents, très heureux, parce que pour nous, au-delà de ce prêt qui est accordé, ça voudrait dire l'orientation que nous avons donnée à la question du développement de notre ville quand même convaincante. Pour la relance de l'économie burkinabé, frappée par la pandémie du Covid-19, la France diffère le remboursement de sa dette d'une année, ce qui permettra au gouvernement de dégager des marges budgétaires et de trésorerie de plus de 3,8 milliards de francs CFA. L'idée, c'est effectivement de compenser en quelque sorte ces conséquences économiques et sociales de l'épidémie de Covid en repoussant les échéances de dette dues par l'État burkinabé, en l'occurrence au Burkina Faso, à l'égard de la France et de l'Espagne aussi. Et donc on a effectivement apporté à la fois en 2020 et en 2021 un moratoire sur le paiement de la dette avec une année différée. Et les premiers paiements seront échelonnés à partir du 15 décembre de l'année prochaine, 2022, sur 5 ans, donc jusqu'en juin 2027, avec 10% d'échéance tous les 6 mois, en gros, de façon à permettre au gouvernement burkinabé de lisser ce paiement de la dette et donc de dégager des liquidités pour pouvoir faire face aux conséquences économiques, à financer des programmes à la fois sanitaires mais aussi sociaux et de relance économique au profit de la population. L'initiative de suspension du service de la dette a été lancée en 2020 par les pays du G20. Comment éviter les surcharges sur nos routes? Le contrôle des poids peut être une alternative. Une plateforme de pesage des véhicules de transport est désormais installée sur les corridors d'Akola-Ouaga-Niangoloko. Il s'agit d'un projet pilote exécuté par l'ONASER et le concessionnaire privé, le groupe Africa Pesage. Gérard Sommet et Momoni Soubeiga. Avec la mise en route du projet pilote de la délégation de service des stations de pesage sur le corridor d'Akola-Ouaga-Niangoloko, le Burkina se conforme au règlement 14 de l'UEMOA en matière de lutte contre les surcharges des camions. Les camions comme ceux-ci sont désormais soumis à un pesage à l'essieu tout au long des corridors. Ils exploitent et nous partageons les recettes. Ces investissements initiaux-là vont de l'ordre d'1 milliard. Donc ça veut dire que c'est de l'argent frais qu'ils vont injecter tout de suite. Et sur les amendes qu'ils vont récolter, une partie reviendra à l'ONASER. Et je peux vous dire que c'est la partie qui va revenir à l'ONASER, sur nos projections, vont quintupler ce que nous percevons déjà actuellement. Sur l'ensemble du projet, nous avons près de 8 milliards de recettes entendues. Le groupe Afrique Pesage est le concessionnaire privé qui va épauler l'ONASER dans le contrôle des charges. C'est une entreprise qui intervient déjà dans plusieurs pays d'Afrique et le département des transports compte sur son savoir-faire pour réussir la réforme. Ce n'est pas une privatisation de l'ONASER, mais c'est plutôt on met des privés pour pouvoir peser les camions qui passent. On est en train de faire un service que nous avions mis des gens privés qui sont spécialisés. Et Afrique Pesage est spécial dans le domaine.
nous sommes en train de faire des efforts parce qu'il est question aujourd'hui de tout faire pour que lorsqu'on va présenter un dossier pour construire une route sur le corridor, que nos partenaires techniques et financiers disent que nous sommes de bons élèves. 90% des camions étaient en surcharge en 2012. Aujourd'hui, on est à 48%. Notre target à moyen et long terme, c'est de 10% pour que les camions en surcharge n'atteignent pas plus de 10%. Pour cela, nous avons besoin d'application des mesures de l'UEMOA. Nous avons besoin d'une application progressive des termes du règlement 14 et ça se fera progressivement avec l'aide des États membres de l'UEMOA. L'initiative du ministère des Transports est également accueillie à bras ouverts par les transporteurs et les chauffeurs routiers. Aujourd'hui, avec l'arrivée d'Afrique Paysage, nous réjouit parce qu'ils sont expérimentés et nous pensons que l'équité va être à la hauteur de nos attentes et nous allons ensemble bannir la surcharge sur la route. Sur le corridor d'Akola-Ouagadougou, 5 stations de pesage sont installées. Selon le directeur général de l'ONACER, le projet va également permettre la création de 150 emplois neufs, la lutte contre l'insécurité routière et la dégradation des routes. Les abeilles menacées de disparition si rien n'est fait. L'ONU tire alors la sonnette d'alarme sur la nécessité de protéger et sauvegarder l'espèce. Volant au secours des abeilles, reconstruire pour les abeilles. Un thème sous lequel le Burkina a commémoré en différé la journée. L'ensemble des acteurs salue l'initiative qui, faut-il le rappeler, nourrit plus de 16 000 producteurs. Jean-Eudes Bayala et Issia Kanana. L'abeille sous les feux de la rampe. C'est une journée initiée par les Nations Unies pour susciter une prise de conscience de l'importance de l'abeille dans la sauvegarde de l'environnement. C'est un élément essentiel dans la sécurité alimentaire, la nutrition et la biodiversité. Insecte pollinisateur, l'espèce est aujourd'hui fortement menacée du fait des actions anthropiques. C'est l'utilisation abusive des pesticides et des herbicides. Et vous savez que dans les villages, on pulvérise, on utilise beaucoup d'herbicides. Et ça, c'est une menace très importante pour notre abeille, car elles disparaissent. On a des zones où la présence d'abeilles se raréfie. Donc aujourd'hui, toutes les initiatives, c'est d'interpeller les acteurs dans le milieu agricole à une utilisation plus contrôlée de ces pesticides et naturellement à développer d'autres initiatives telles que l'élevage des rennes et ainsi de suite. Au Burkina Faso, plus de 16 000 personnes vivent de l'apiculture, une filière qui génère des revenus annuels estimés à plus de 3 milliards de francs CFA. Le gouvernement, depuis pratiquement plus de 5 ans, a perçu l'importance en tout cas de cette filière en créant ce qu'on appelle le secrétariat technique à l'apiculture. Et ce secrétariat technique à l'apiculture est chargé de mettre en œuvre la politique du Burkina et de suivre, en tout cas de coordonner toutes les actions en matière de production de miel, en matière d'apiculture au Burkina Faso. Volant au secours des abeilles, reconstruire en mieux pour les abeilles. C'est le thème de cette journée mondiale. Une journée marquée par une campagne de sensibilisation, une conférence publique et cette exposition des produits de la ruche. Un autre phénomène sur lequel l'intérêt devrait se renforcer, il s'agit de la dégradation des terres. L'accès aux intrants, aux innovations et au matériel agricole devrait d'ailleurs en favoriser la gestion durable. Et c'est le sujet du 3e symposium scientifique international qui a refermé ses portes ce 20 mai à Ouagadougou. La rencontre recommande également l'agroécologie comme solution à la préservation des terres. Bernard Koumbelem et bienvenue Tonsa. Le 3e symposium scientifique international sur la gestion durable des terres se referme après 4 jours de travaux. Une rencontre qui tire la sonnette d'alarme sur les dangers que représente la dégradation des terres dans le monde. Au Burkina Faso, 470 000 hectares de terres se dégradent par an, contre 30 000 hectares récupérés selon ces acteurs de la recherche. À cette occasion, plusieurs solutions sont proposées aux petits producteurs agricoles d'Afrique pour des sols sains et une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Il y a d'abord ce que nous connaissons tous et qui n'est pas suffisamment utilisé, c'est ce que nous appelons les bonnes pratiques agricoles. Elles sont nombreuses, mais au Burkina Faso, par exemple, on peut citer la fumure organique, il y a le zaï, il y a les cordons pierreux, ainsi de suite. Le symposium a également recommandé des bonnes pratiques comme l'agroécologie.
Parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes tous lancés sur ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle, alors que l'agriculture conventionnelle va bientôt atteindre ses limites. C'est l'agroécologie qui va permettre à nos pays de pouvoir réaliser une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Et pour ces acteurs issus d'une dizaine de pays d'Afrique, l'atteinte de la neutralité en matière de la dégradation des terres et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable impose une synergie entre les États. Ce symposium recommande donc la mise en place de plateformes régionales pour assurer la veille, la gestion et la fourniture de données et d'informations, le développement de partenariats et la mobilisation de ressources. Inculquer les bonnes pratiques en matière de production et de distribution d'eau préemballée. C'est à cela que sont conviés des responsables d'unités de production par le Laboratoire national de santé publique. Une formation de 48 heures pour renforcer leurs capacités. Moussa Oudraogo et Estelle Judith Assogba. Alexandre Delma vient d'acheter un sachet d'eau pour étancher sa soif. Comme lui, ils sont nombreux aujourd'hui à procéder ainsi, surtout en cette période de canicule, même s'ils ignorent la qualité de cette boisson. Selon les statistiques du Laboratoire national de santé publique, on dénombre plus de 200 marques d'eau. Malheureusement, une grande partie n'est pas régulièrement contrôlée par le laboratoire. Les résultats des analyses effectuées en 2020 sur les échantillons d'eau préemballés sous protocole montrent que 99% des non-conformités microbiologiques enregistrées sont dues au moins au coliforme. Ce facteur combiné à un taux anormalement élevé de fluor revivifiable à 37 degrés Celsius laisse présager une insuffisance dans la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène au sein des unités de production d'eau concernées. Le risque immédiat est donc la mise sur le marché d'eau de mauvaise qualité, impropre à la consommation humaine. Au regard de ces insuffisances, une formation des responsables des unités de production sur les bonnes pratiques en matière de production et de distribution des eaux préemballées s'avère nécessaire. Cette formation sera donc axée essentiellement sur l'interprétation des textes réglementaires régissant le secteur d'activité de la production d'eau préemballée au Burkina Faso, les risques sanitaires liés à la production et à la distribution d'eau de mauvaise qualité, la mise en place d'une démarche qualité et la gestion des risques dans les unités de production. Le ministre Charlemagne Ouedraogo invite tout consommateur des eaux préemballées à la vigilance et à s'assurer que ces eaux sont passées sous le contrôle du laboratoire en vue de réduire l'incidence des maladies dues aux manipulations malencontreuses des eaux fabriquées dans les unités de production. Plus de 52 000 tonnes de sésame commercialisées au cours de la dernière campagne pour plus de 27 milliards engrangés comme recette. Les premiers chiffres de l'atelier bilan de la commercialisation qui réunit responsables de la filière sésame et ceux du projet du même nom. De bonnes performances saluées par le ministre du Commerce, Kounsoun Koulibaly et Momoni Soubeiga. Pour la campagne de commercialisation 2020-2021, près de 52 300 tonnes de sésame ont été écoulées rien que dans les 3 régions d'intervention du projet Sésame, à savoir les Cascades, l'Est et les Hauts-Bassins, ce qui représente près de 27 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Une performance jamais égalée selon le projet Sésame. Nous avons reçu des retours au niveau des achats internationaux comme quoi que d'un point de vue variété, le sésame de Burkina devient de plus en plus blanc. Et ce qui est extraordinaire, ce qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel et très important. Parce que tant qu'on était resté sur le sésame bigarré, le Burkina avait du mal à se positionner sur le marché international. Et selon la balance commerciale de 2020, les exportations du sésame ont rapporté au Burkina plus de 360 milliards de francs CFA entre 2015 et 2019, ce qui fait du sésame une des filières porteuses les plus dynamiques. Il y a d'abord le défi de la transformation. Encore aussi, il y a le défi aussi intersaisonnier, c'est-à-dire comment travailler à avoir plus de produits résistants par rapport aux insectes, tout ça. Donc il y a toute cette question-là qui doit être améliorée. Et également aussi, il y a un autre défi qui est le financement de la filière. L'atelier bilan de capitalisation de la commercialisation groupée du sésame
Les coopératives bénéficiaires du projet Sésame campagne 2020-2021 visent à faire le point des résultats atteints par la campagne. Une occasion également pour le projet Sésame de remettre des attestations de reconnaissance aux meilleures coopératives des 3 régions d'intervention du projet. De nouveau, dans l'univers du logement au Burkina, la Société de coopérative simplifiée de l'habitat de Noguin, elle entend travailler aux côtés de l'État et faciliter l'accès à un logement décent à ses membres. Ce 20 mai, elle s'est présentée à la presse au travers d'une conférence que nous résume Jean-Eudes Bayala et Issia Kanana. Portée sur les fonds baptismaux en août 2020, la Société de coopérative simplifiée de l'habitat selon ses initiateurs est née de la volonté des habitants de Noguin de pallier le déséquilibre dans la gestion du foncier et la précarité en matière de logement au Burkina Faso. Elle se fixe pour ambition de faciliter non seulement l'accès au logement à ses membres, et surtout d'améliorer leurs conditions de vie. Une coopérative qui se présente à la presse ce matin. Son objectif principal vise à fournir à ses membres des parcelles à usage d'habitation et de logement à titre de location-vente, de location simple, de résidence principale ou acquisition directe. La coopérative, selon ses responsables, entend surtout accompagner l'État dans la sécurisation foncière et la mise en œuvre de sa politique de logement. Face aux hommes des médias, Aruna Boudrago et ses camarades saluent donc la suspension du traitement des dossiers de promotion immobilière par le ministère de l'Habitat. Et nous savons que tout ce qui va se décider sera au profit de la population. Et comme nous souscrivons dans l'accompagnement de l'État, suivant la révision des coûts des parcelles, parce que les sociétés immobilières ont la possibilité d'aller eux seuls payer le terrain, faire ce qu'ils veulent dessus et revendre comme ils veulent. Ce n'est pas le cas chez nous à la société populaire. Forte de 600 membres, la Société de coopérative simplifiée de l'habitat de Noguin est une organisation à caractère socio-économique comprenant des personnes dont l'ambition est de promouvoir l'habitat au Burkina Faso. La souscription à ces principes reste à seule condition d'adhésion. 60 filles, toutes formées par l'ONG ASMAD dans 9 métiers comme la plomberie, la soudure ou la couture. Elles sont issues d'un effectif total de 180 des régions du Nord, du Centre-Nord, de l'Est et de la boucle du Mohon. Cela dans le cadre d'un sous-projet dénommé Entreprendre au féminin. Elles ont reçu leur kit ce 18 mai à Waiguya. Les remises avec Boukari Ouedraogo et Abdoul Rasmanezon. Le développement personnel, économique et social de la jeune fille est au centre de cette remise de kits d'installation à Waiguya. Des kits offerts à 60 filles sont au dernier échantillon d'un effectif total de 180 filles formées au compte de 4 régions du Burkina dans 9 métiers de formation tels la couture, la plomberie, l'électricité bâtiment, la soudure. J'ai appris à installer des chauffe-eau, des robinets, des tuyauteries, des douches. Vraiment, ça a été bien la formation. J'ai beaucoup appris. J'ai appris à couper, à souder, à pointer. Sur le terrain, j'aimerais travailler avec mon patron en attendant que je maîtrise. Il s'agit de la clôture du sous-projet Entreprendre au féminin exécuté par l'ONG ASMAD et à travers le projet SWED. Les filles ont reçu des kits et elles auront besoin sur le terrain du soutien, de l'accompagnement technique pour pouvoir maîtriser, s'approprier des différents outils et réellement pouvoir entreprendre. Donc notre travail pour les formations s'arrête, mais notre accompagnement sur le terrain se poursuivra. Financé par la Banque mondiale et d'autres partenaires, le projet SWED a une vocation sous-régionale et pour objectif de contribuer à l'autonomisation de la jeune féminine. Je suis heureuse de faire la clôture de ces formations de ces jeunes filles qui aujourd'hui ont été soit déscolarisées, soit non scolarisées, qui ont aujourd'hui un métier et qui vont entreprendre. Avec ces kits d'installation, les bénéficiaires pourront mettre en œuvre leurs activités et se mesurer de plus en plus aux réalités du terrain. Dans l'actualité, hors de chez nous, Israéliens et Palestiniens acceptent de mettre un terme aux hostilités
Après 10 jours de conflit, une trêve obtenue grâce à la médiation de l'Égypte. Le cessez-le-feu a été célébré dans les rues du centre de Gaza et dans des villes de la Cisjordanie. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, tôt ce vendredi matin, a été accueillie par des manifestations de joie dans les rues de Gaza City, où des milliers de Palestiniens ont célébré l'événement. Cette trêve survient après plus de 10 jours d'affrontements qui ont fait au moins 230 morts côté palestinien, dont une soixantaine d'enfants et 12 en Israël. Pour le président des États-Unis, ce cessez-le-feu représente une vraie opportunité d'avancer vers la paix. Je crois que les Palestiniens et les Israéliens méritent tout autant de vivre en sécurité et de jouir d'un même niveau de liberté, de prospérité et de démocratie. Mon administration poursuivra sa diplomatie discrète et infatigable à cette fin. Je crois que nous avons une réelle opportunité de faire des progrès et je m'engage à travailler dans ce sens. Joe Biden, comme Antonio Guterres, ont salué le rôle de l'Égypte dans les négociations. Je salue le cessez-le-feu entre Gaza et Israël après 11 jours d'hostilité meurtrière. Je présente mes plus sincères condoléances aux victimes de la violence et à leurs proches. Je félicite l'Égypte et le Qatar pour les efforts déployés en étroite coordination avec les Nations Unies afin de contribuer à rétablir le calme à Gaza et en Israël. J'appelle toutes les parties à respecter le cessez-le-feu. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a annoncé qu'il se rendra dans les prochains jours au Moyen-Orient où la situation est restée extrêmement tendue jusqu'à l'annonce et l'entrée en vigueur de la trêve. C'est tout pour ce soir. Bon début de week-end sur la RTV et à demain Dieu voulant. Bonsoir.